Que se passe-t-il quand un homme entraîné à survivre dans les zones de combat les plus impitoyables de la planète se retrouve à genoux, mis en échec, par une bête affamée et désespérée? Le sergent-chef Marcus Bennett traversait les crêtes glacées et meurtrières des montagnes de la Sierra Nevada lorsqu'une ombre lui barra soudain la route. Ce n'était ni un loup, ni un puma. C'était une bergère allemande, squelettique, rongée par le gel et bien décidée à l'empêcher d'avancer. Mais elle n'était pas là pour l'attaquer, elle était là pour le recruter. Voici l'histoire vraie, presque incroyable, d'une héroïne canine oubliée qui stoppa net un ranger de l'armée américaine pour accomplir un véritable miracle. Si vous croyez au lien indestructible qui unit l'homme et le chien, accrochez-vous bien. Le vent qui hurlait sur les hauteurs de la Sierra Nevada ne mordait pas la peau, il la déchirait comme du verre brisé. Nous étions à la fin du mois de novembre, et un blizzard imprévisible s'était abattu sur la région, faisant chuter le thermomètre bien en dessous de zéro et ensevelissant les sentiers sous près d'1 mètre de neige fraîche. Pour le commun des mortels, se retrouver coincé là-haut équivalait à une condamnation à mort. Pour Marcus Bennett, c'était précisément ce qu'il était venu chercher. Rangé de l'armée depuis 12 ans, plusieurs fois déployé en zone de combat, Marcus rangeait dans une vieille boîte à chaussures une poitrine entière de médailles qu'il préférait ne montrer à personne. Il était venu se perdre dans ces forêts isolées pour une seule raison, retrouver le silence. 3 mois plus tôt, il avait perdu son meilleur ami et ancien frère d'armes, Ryan O'Connor. Pas dans une fusillade au cœur d'un désert lointain, mais sur une autoroute de Caroline du Nord, dans une collision aussi absurde que tragique. La mort de Ryan avait creusé en lui un gouffre qu'aucune thérapie ne parvenait à combler. Il lui fallait la punition brute du grand froid pour faire taire les fantômes qui peuplaient Kalizattet. Marcus enfonçait ses jambes dans la neige jusqu'à la taille, son souffle dessinant d'épaisses volutes blanches devant lui. Ses muscles brûlaient sous le poids de son sac à dos de plus de 30 kilos, mais il maintenait une cadence implacable. Il avait laissé toute civilisation derrière lui, progressant le long d'une arête redoutée des habitants du coin, surnommée le bord de la Veuve. Là-haut, un faux pas, et c'était une chute de 150 mètres dans un ravin hérissé de roches. Soudain, il s'immobilisa. Les poils de sa nuque se hérissèrent. Un instinct ancestral, affûté par des années d'embuscade et de raids nocturnes. À une 50aine de mètres devant lui, à travers le tourbillon aveuglant de neige, une silhouette barrait le sentier étroit. Lentement, sa main glissa vers le couteau tactique fixé à sa cuisse. Les ours étaient pour la plupart en hibernation, mais les pumas affamés et les loups gris restaient des menaces bien réelles. Il plissa les yeux, le cœur se calant naturellement sur le rythme froid et calculé du soldat évaluant sa cible. La silhouette ne bougeait pas. Lorsque le vent retomba un instant, le rideau de neige s'écarta et révéla la créature. Pas un loup, une bergère allemande. Marcus se figea, sa main glissant loin du manche du couteau. Le spectacle était glaçant. La chienne avait une ossature imposante, mais elle n'était plus qu'un squelette. Ses côtes saillaient sous un pelage emmêlé, croûté de glace, et sa patte arrière gauche tremblait violemment de froid. Elle ressemblait à un fantôme, le vestige d'un animal abandonné aux montagnes depuis des semaines, peut-être des mois. Pourtant, ce n'était pas son état de famine qui glaçait le sang du ranger. C'était sa posture. Un chien errant, un animal terrifié et perdu, se serait recroquevillé, aurait fui ou se serait mis à aboyer hystériquement. Cette chienne ne faisait rien de tout cela. Elle se tenait parfaitement de face, les pattes avant solidement plantées dans la neige, la tête baissée juste assez pour protéger sa gorge, mais suffisamment haute pour soutenir son regard. Ses oreilles étaient rabattues, sa queue rentrée. Et pourtant, elle tenait sa position avec une discipline rigide, indéniable, un blocage tactique. « Salut, toi !» lança Marcus, sa voix instantanément avalée par les rugissements du vent. Il fit un pas, lent et mesuré. La bergère répondit par un grognement bas, vibrant, qui se propagea dans l'air glacial. Pas une menace agressive, pas un grognement assoiffé de sang, un avertissement. Tu ne passes pas. Marcus était abasourdi. Il se trouvait sur un rebord d'à peine 1,20 m de large. À sa gauche, une paroi rocheuse abrupte. À sa droite, le vide mortel. La chienne bloquait littéralement l'unique voie possible. « Doucement, ma belle », murmura-t-il, en pliant le genou
pour réduire sa silhouette imposante. Il dégrafa ses gants épais avec les dents, gardant ses mains nues bien visibles, paumes ouvertes. « Je ne te veux aucun mal. Tu meurs de faim. Laisse-moi t'aider. » Il glissa la main dans son gilet tactique et en sortit une ration militaire, du bœuf hautement calorique. Il déchira l'emballage avec les dents et le parfum riche de la viande conservée fendit l'air glacé. Il jeta un gros morceau dans la neige, à mi-distance entre eux deux. Un animal affamé perd la tête à l'odeur d'une telle nourriture. L'instinct de survie balait tout le reste. Marcus s'attendait à la voir se ruer dessus, l'engloutir et en réclamer encore. Il n'en fut rien. La bergère regarda la viande, puis releva les yeux vers Marcus. Elle avança de 2 pas, lentement, en boitant. Sans jamais détacher son regard du sien, elle baissa la tête et saisit délicatement la viande gelée entre ses crocs. Et là, elle fit l'impensable. Elle n'avala pas. Elle conserva la viande dans sa gueule, tourna le dos au ranger et fit 3 pas vers le bord du précipice. Puis elle s'arrêta, jeta un regard par-dessus son épaule et planta ses yeux dans ceux de Marcus. « Suis-moi. » Marcus Bennett en avait vu des choses inexplicables, mais celle-là dépassait tout. Une chienne mourant de faim, qui refusait de manger, qui mettait sa nourriture en sécurité et ordonnait à un humain de la suivre dans un ravin mortel. Il s'approcha, ses bottes crissant dans la neige tassée. À environ 3 mètres d'elle, il distingua un détail qui lui coupa le souffle. Autour du cou de l'animal, enfoui sous le pelage emmêlé et la glace, se trouvait un collier en nylon épais de 5 cm, équipé d'une boucle cobra. Élimé, décoloré certes, mais Marcus reconnut immédiatement le matériel. Un collier militaire pour chien de service. Ce n'était pas l'animal de compagnie d'un randonneur égaré, c'était un chien de travail, un atout militaire ou policier hautement entraîné. « D'où sors-tu, toi ?» murmura Marcus pour lui-même. La chienne lança un aboiement bref, étouffé par la viande qu'elle tenait toujours, ses yeux plongeant frénétiquement vers la pente abrupte et boisée qui plongeait en contrebas. Le terrain en dessous était un cauchemar, une descente quasi verticale, encombrée de troncs abattus, parsemée de crevasses cachées et de plaques de glace traîtresses. S'aventurer là-dedans en pleine tempête tenait du suicide. « Je ne peux pas descendre, ma belle, » dit-il en secouant la tête. « C'est trop raide. Il faut qu'on te mette à l'abri. Viens ici. » Il fit un pas vers elle, la main tendue. La bergère détala instantanément. Malgré sa boiterie sévère et sa malnutrition évidente, elle bascula par-dessus le rebord et entama une glissade le long de la pente traîtresse. « Bon sang !» jura Marcus. Il se précipita au bord du précipice, scrutant l'abîme blanc. Il pouvait suivre la trace chaotique de son glissement qui plongeait vers les sapins denses et sombres en contrebas. Son entraînement lui hurlait de rester sur les hauteurs. Son instinct de survie lui commandait d'oublier la chienne et d'établir son bivouac avant que la tempête n'empire. Mais le souvenir de Ryan, son ami tombé, lui revint en mémoire. Ryan avait été maître chien avant de rejoindre les équipes d'assaut. Et Ryan avait pour habitude de répéter « Un chien de travail ne brise jamais le protocole, sauf si quelqu'un est en train de mourir. » Marcus jura entre ses dents, resserra les sangles de son sac et décrocha sa corde d'escalade de sa ceinture. Il fixa le mousqueton à un sapin solide planté au bord de la crête, enroula la corde autour de sa taille pour improviser un harnais de rappel et bascula dans le vide. La descente fut brutale. La neige était instable, friable, dissimulant des plaques de glace noire en dessous. 2 fois, il perdit pied. Son épaule heurtant violemment la roche, son sac menaçant de l'entraîner en arrière dans le vide. Le vent rugissait, dans le canyon, comme un train de marchandises, lui arrachant la moindre chaleur malgré ses vêtements thermiques. « Où es-tu passé ?» grogna-t-il, la corde lui chauffant les mains à travers ses gros gants. 15 mètres, 30. Il finit par atteindre un replat relativement plat, abrité par les branches massives et entrelacées de Douglas centenaire. Sous la canopée, la neige était moins épaisse. Marcus se détacha de sa corde et dégaina son arme de poing, un Glock 19, de son holster de poitrine. Les poils de ses bras se hérissaient à nouveau. Le silence qui régnait dans le bassin était lourd, oppressant. Il suivit les empreintes pâles et, plus inquiétant encore, une traînée de gouttes de sang fraîche. La chienne se poussait au-delà de toute limite physique. Ses coussinets se déchiraient sur la glace. Il la pista sur près de 400 mètres,
slalomant entre des troncs gigantesques, tombés, et des rochers acérés. La température continuait de chuter. La nuit approchait. S'il ne trouvait pas un abri très vite, même son endurance d'élite ne le protégerait pas de l'hypothermie. Soudain, un gémissement sourd brisa le silence. Marcus balaya les ténèbres du faisceau de sa lampe. Au pied d'un cèdre colossal déraciné, le réseau enchevêtré des racines et la neige tassée avaient formé une grotte naturelle. Là, à l'entrée du creux sombre, gisait la bergère allemande. Elle tremblait violemment, la tête posée sur ses pattes avant, et juste à côté, intact, le morceau de bœuf qu'il lui avait donné. Marcus rangea son arme et avança avec lenteur. « Hé, je suis là, c'est bien ma belle, tu as réussi. » Il s'agenouilla dans la neige à ses côtés. Cette fois, elle ne grogna pas. Elle leva les yeux vers lui, ses prunelles ambrées se voilant peu à peu d'un épuisement total. Elle laissa échapper un long soupir tremblant. Puis, lentement, elle déplaça son poids et révéla ce qu'elle dissimulait derrière elle, dans l'obscurité du creux des racines. Le cœur de Marcus s'arrêta. Blottis ensemble sur un lit d'aiguilles de pain sèche et de touffes de poils que la mère s'était arrachées, 4 petites formes minuscules s'agitaient. Des chiots. Marcus se précipita, jetant son sac à dos. Il sortit sa lampe tactique haute puissance et illumina la tanière. 4 bergers allemands, pas plus de 3 ou 4 semaines. Leurs yeux à peine ouverts, leur pelage un mélange boueux de noir et de feu. Ils piaulaient faiblement, frissonnant à mesure que l'air glacé s'engouffrait dans le repaire. Ils étaient d'une maigreur poignante, fouillant aveuglément le ventre gelé de leur mère, dont le lait s'était tari. La mère avait tout sacrifié. Elle s'était laissée mourir de faim, avait affronté le blizzard, escaladé une crête verticale pour stopper un humain, tout en transportant un morceau de viande sans en avaler une miette, dans l'espoir fou que cela suffirait à sauver ses bébés. « Mon Dieu !» souffla Marcus en arrachant sa veste extérieure en Gore-Tex. Peu lui importait que le froid lui mordît le torse. Il étendit la veste épaisse et isolante sur les chiots tremblants, en rabattant les bords autour de la mer pour piéger ce qui restait de chaleur corporelle. Il déballa rapidement son réchaud de camping et alluma la petite flamme bleue. Il remplit une tasse en métal de neige propre qu'il fit fondre rapidement. Il émietta le bœuf séché de la ration en lambeaux minuscules qu'il mélangea à l'eau chaude pour préparer un bouillon hypercalorique de fortune. Il revint vers la mère. « Tiens, il faut que tu manges. Allez, ma belle. » Il tendit le bouillon chaud au creux de ses mains gantées, jusqu'au museau de la chienne. La chaleur sembla la ranimer un peu. Elle lapa frénétiquement, sa langue rugueuse râpant ses paumes. Elle dévora les morceaux effilochés en quelques secondes. Pendant qu'elle mangeait, Marcus sortit une lampe stylo-médicale pour évaluer son état. Gelure sévère aux oreilles et aux pattes. Alors qu'il soulevait délicatement son oreille droite pour examiner les dégâts, le faisceau lumineux accrocha quelque chose d'étrange sur la peau glabre, à l'intérieur du pavillon. De l'encre noire. Marcus se pencha plus près, balayant la saleté et la glace. Un tatouage. Le protocole standard pour identifier les chiens de service militaire. Il lut le code alphanumérique à voix haute. Bravo Roméo 29. BR29. Marcus se figea, la lampe lui glissant des doigts pour tomber dans la neige. Sa respiration se coinça dans sa poitrine et une vague de stupeur paralysante le submergea. Il connaissait ce code. Il le connaissait parce qu'il l'avait vu estampillé une centaine de fois sur une chemise en papier Kraft posée sur le bureau de son meilleur ami. « Athéna » chuchota-t-il, la voix brisée. « Héna » Au son de ce nom, les oreilles de la grande bergère frémirent. Elle cessa de lécher la tasse vide, releva sa tête lourde et laissa échapper un gémissement doux, plein de reconnaissance. Elle pressa son nez froid et humide contre la poitrine de Marcus. C'était impossible. Mathématiquement, géographiquement impossible. Athéna était la chienne militaire à la retraite de Ryan O'Connor. Quand Ryan avait été tué dans cet accident en Caroline du Nord 3 mois plus tôt, son pick-up avait quitté un pont pour plonger dans une rivière en crue. La police avait retrouvé le corps de Ryan, mais Athéna, qui voyageait à l'arrière, avait été emportée par le courant. On l'avait présumée morte. Toute la communauté des Rangers avait pleuré la perte simultanée de l'opérateur et de sa loyale partenaire. Comment, mais comment diable était-elle encore vivante ? Et comment avait-elle pu se retrouver à près de 5000 kilomètres de là, en plein blizzard, dans l'Idaho ? L'esprit de Marcus s'emballait, tentant d'assembler les pièces.
Quelqu'un l'avait-il retrouvée en aval, volée, transportée à travers le pays? S'était-elle échappée d'un éleveur qui voulait exploiter son sang d'élite? Les réponses pouvaient attendre. Ce qui comptait, ici et maintenant, c'était que la chienne de Ryan, le dernier vestige vivant de son meilleur ami, agonisait dans la neige sous ses yeux, prête à mourir pour défendre ses petits. « Je suis là », jura Marcus, les larmes lui brûlant les yeux en enserrant le cou décharné de la chienne. « Je te le jure, Henna, je suis là. Je te ramène à la maison. » Le craquement sec et soudain d'une branche, quelque part dans les bois, interrompit son serment. Marcus se raidit instantanément, son entraînement balayant l'émotion. Lentement, il tira son arme et tourna la tête vers la lisière des arbres, plongée dans le noir d'encre. Le vent était tombé pour un instant, laissant un silence étrange et étouffant sur le creux. Crissement. Des pas, mais pas la démarche lourde et maladroite d'un ours. Des pas légers, synchronisés, calculés. Athéna perçut la tension. Malgré son épuisement extrême, elle se hissa sur ses 3 pattes valides, enjamba ses petits, et laissa échapper un grognement guttural, sauvage, dévoilant ses crocs face aux ténèbres. Le cri de guerre, terrifiant et reconnaissable entre tous, d'un chien militaire d'élite prêt à se battre jusqu'à la mort. Marcus ôta la sécurité de son Glock et tendit sa lampe loin sur sa gauche, aveuglant l'obscurité. 4 paires d'yeux jaunes lui renvoyèrent à la lumière. Des loups gris, massifs, affamés, désespérés. Ils avaient ariflairé le sang des coussinets déchirés d'Athéna et l'odeur des chiots vulnérables. Ils la pistaient depuis des kilomètres, attendant qu'elle s'effondre. À présent, ils encerclèrent la tanière, se déployant selon une manœuvre d'enveloppement classique. « Reculez !» rugit Marcus, sa voix claquant contre les parois du canyon, tandis qu'il tirait un coup de semonce dans la neige, à quelques pas du chef de meute. La détonation fut assourdissante, mais les loups ne se dispersèrent pas. Le mâle alpha, un colosse gris balafré, se contenta de tressaillir avant d'avancer d'un pas, gueule retroussée. Il savait que les humains et la chienne étaient piégés. Pas d'issue. Marcus laissa tomber sa lampe dans la neige, l'orientant vers la meute, et dégaina son couteau tactique de la main libre. Athéna s'appuya contre sa jambe, prenant appui de tout son poids. Le ranger et la combattante canine oubliée se tenaient épaule contre épaule dans le froid noir, prêts à livrer bataille. La tension dans l'air glacial était à couper au couteau. Le mâle dominant, cette bête grise massive, avec sa balafre en travers du museau, abaissa la tête et émit un grondement guttural qui fit vibrer les parois de cèdre. Les 3 autres loups se déployèrent en éventail, leurs yeux jaunes traquant Marcus et la bergère blessée avec une intelligence terrifiante. Ils orchestraient un encerclement instinctif, d'une précision parfaite. Marcus connaissait l'arithmétique cruelle de ce combat. 12 cartouches de 9 mm à pointe creuse dans son chargeur principal, un chargeur de secours dans son gilet. Contre 4 prédateurs apex affamés, gonflés à l'adrénaline, dans une obscurité quasi totale, une arme à feu n'offrait aucune garantie. « Reste derrière moi, Henna », ordonna Marcus, sa voix un baryton bas et stable qui ne trahissait rien de la panique qui le rongeait. Mais Athéna, matricule BR-29, n'était pas un animal de compagnie. C'était une chienne d'opération spéciale de Tier 1, dressée aux côtés d'opérateurs d'élite par des maîtres chiens comme l'adjudant-chef Michael Carter à Coronado. Malgré sa patte fracturée, ses gelures graves et la faim qui lui déchirait l'estomac, elle ne recula pas. Elle avança. Elle planta ses 3 pattes valides devant l'entrée de la tanière où ses chiots gémissaient, et elle lança un aboiement féroce claquant des crocs, ses dents étincelant dans le faisceau de la lampe tombée. L'alpha attaqua le premier. Il ne bondit pas en désordre. Il s'élança au ras du sol, dans un sprint terrifiant, droit sur les jambes exposées de Marcus pour le faire tomber. Au même instant, le loup à l'extrême droite contourna le faisceau lumineux et se rua vers la tanière et les chiots. Les réflexes de Marcus, forgés dans les flammes des opérations nocturnes, prirent le relais. Il leva son Glock, suivit la vitesse fulgurante de l'alpha et pressa la détente. Le claquement sec déchira la nuit. L'éclair de la bouche illumina la clairière en un flash blanc et brutal. La balle se logea dans le muscle épais de l'épaule gauche du chef de meute. La bête poussa un jappement dur, presque inhumain. Son élan dévia violemment et elle s'écrasa dans une congère. Mais le tir n'était que la moitié du combat. Le loup en flanc avait déjà atteint le périmètre de la tanière.
Avant même que Marcus ne pivote son arme, Athéna intercepta. Avec un sursaut de fureur maternelle qui défiait sa ruine physique, la bergère lança ses 30 kilos de carcasse décharnée contre le loup attaquant. Les deux animaux se heurtèrent en plein vol, dans un craquement écœurant d'os et de muscles. Ils roulèrent dans la neige profonde, masse confuse de fourrure, de crocs et de sang. « Héna !» hurla Marcus. Les deux loups restants exploitèrent le chaos. L'un d'eux bondit vers le bras armé de Marcus. Il recula, lança son Rangers tactique en plein milieu des côtes de l'animal. L'impact craqua l'os, projetant le loup en glissade sur la glace. Mais le second loup était déjà en l'air, ses mâchoires claquant à quelques centimètres de sa gorge. Marcus se baissa brusquement, levant son avant-bras gauche pour parer. Les crocs s'enfoncèrent profondément dans la trame épaisse en nylon balistique et Kevlar de sa veste tactique d'hiver, frôlant la chair de justesse. La force cinétique brute de l'animal le projeta en arrière contre le tronc massif du cèdre. Coincé contre le bois, le ranger lâcha son pistolet, qui resta suspendu à sa sangle tactique, et tira son couteau de combat Gerber d'un mouvement fluide, fulgurant. Avec un grognement sec, il enfonça les 18 cm d'acier vers le haut, visant le creux derrière l'épaule avant du loup. L'animal lâcha prise dans un cri aigu et s'évanouit dans l'obscurité, projetant une gerbe écarlate sur la neige immaculée. Souffle court, Marcus rabattit son arme et balaya les ombres. L'alpha, saignant abondamment de l'épaule, s'était redressé tant bien que mal, mais n'avançait plus. Il fixait l'homme, calculant le prix de la proie. Sur la gauche, Athéna avait épinglé le loup attaquant contre un rocher. Ses mâchoires se refermaient implacablement autour de la gorge de l'animal, dans une prise tactique parfaite, manuelle à l'appui. Une technique enseignée aux chiens militaires pour neutraliser, pas tuer, sauf en cas de nécessité absolue. Même affamé et meurtri, son entraînement régnait en maître. Sous elle, le loup ruait frénétiquement, manquant d'air. Marcus avança d'un pas, claquant la culasse de son arme pour parer un éventuel enrayement. Le claquement métallique résonna dans la clairière. Il leva le pistolet, alignant les points de visée tritium, pile entre les yeux de l'alpha. « Tire-toi d'ici !» gronda-t-il, voix sortie du fond de la poitrine. « Dernier avertissement !» L'alpha regarda le canon d'acier, puis la flaque de sang à ses pattes. L'instinct de survie l'emporta enfin sur la faim. Le grand loup gris poussa un jappement aigu, et bref. Le loup coincé sous Athéna devint flasque, en signe de soumission. Sentant la reddition, Athéna relâcha sa prise et tituba en arrière. Les loups blessés escaladèrent l'embankement glacé et disparurent dans le blizzard hurlant, ne laissant qu'un silence glaçant et l'odeur métallique du sang dans l'air. Marcus garda son arme braquée pendant une bonne minute, balayant la lisière. Quand il fut certain qu'ils étaient bien partis, il s'effondra à genoux dans la neige. Athéna vacillait. La poussée d'adrénaline retombait, laissant son corps complètement à plat. Elle fit un pas vers la tanière. Sa patte blessée se déroba. Elle s'écroula dans la neige avec un soupir lourd, vaincu. « Je te tiens. C'est fini. » Marcus se précipita, palpa sa poitrine, à la recherche de plaies perforantes mortelles. Elle saignait d'une entaille superficielle au flanc, mais rien d'artériel. Elle avait survécu. Elle leva les yeux vers lui, ses prunelles ambrées attendries, et lécha doucement le sang qui maculait les jointures de son gant. Il appuya son front contre le sien, le vent féroce tourbillonnant autour d'eux. « Tu es une brave fille, Héna. Tu as fait ton boulot. » La menace immédiate des loups s'éloignait, mais l'autre ennemi, le froid mordant et impitoyable, refermait son piège. Le thermomètre plongeait vers les moins 25 degrés Celsius, et le blizzard virait au blanc total. Si Marcus n'agissait pas avec la plus extrême urgence, ni lui, ni Athéna, ni les chiots ne verraient le lever du jour. Il se rabattit sur sa formation d'élite en survie hivernale. Le creux sous les racines du cèdre offrait un coupe-vent correct, mais restait trop ouvert pour conserver la chaleur corporelle. Il fallait construire une enveloppe thermique. Sortant sa scie pliante de survie, il travailla d'arrache-pied pendant les 45 minutes suivantes. Il tailla des dizaines de branches denses et basses sur les douglas environnants, qu'il traîna jusqu'à la tanière. Il les disposa en couches serrées sur les ouvertures exposées du système racinaire, les entrelaçant pour former un mur compact, étanche au vent. Avec son outil de retranchement, il découpa des blocs de neige tassés qu'il empila contre l'extérieur de la paroi en branches,
créant une isolation rudimentaire mais redoutablement efficace en briques de glace. À l'intérieur de l'espace clos, la différence de température fut quasi instantanée. Le froid restait mordant, mais le vent meurtrier avait disparu. Marcus alluma 2 chaufferettes chimiques, les enveloppa dans un bonnet de laine de rechange et les nicha délicatement au cœur de la masse grouillante des chiots. Il déploya ensuite sa couverture de survie en aluminium autour d'Athéna et la serra contre lui, pour que leur chaleur conjuguée rayonne dans le réduit. Tandis qu'il s'installait dans la terre battue, qu'il bandait les coussinets déchirés et l'entaille au flanc, son esprit eut enfin un instant pour digérer la folie absolue de la situation. Il tendit la main et défit doucement le lourd collier de nylon. Tournant et retournant le tissu boueux et effiloché entre ses doigts, le faisceau de sa lampe accrocha un éclat métallique discret, dissimulé sous un rabat velcro à l'intérieur de la doublure. Pas une puce militaire de traçage standard, un module GPS secondaire, de qualité civile, du genre utilisé par des firmes de sécurité privées, haut de gamme, ou des sociétés de chasse fortunées. Le boîtier était fissuré, sans doute lors de sa fuite désespérée, le rendant inutilisable. Marcus fronça les sourcils. Avec la pointe du couteau, il fit sauter le module brisé. Derrière le compartiment de la pile, soigneusement enveloppé dans un morceau de ruban synthétique étanche, une minuscule carte micro SD. Il sortit sa tablette de terrain durcie de sa pochette étanche, glissa un adaptateur et inséra la carte. L'écran s'illumina, baignant la grotte glacée et exiguë d'une lueur bleutée. Les fichiers n'étaient pas des cartes ou des coordonnées. C'étaient des registres, des dizaines de feuilles de calcul cryptées, des factures PDF. Le sang de Marcus se figea quand il ouvrit le premier document non chiffré. Un manifeste numérique d'expédition daté de 2 mois et demi plus tôt, à peine quelques semaines après la mort de Ryan O'Connor. Article 1. Femelle, croisée berger belge et berger allemand. Origine, Carolina Arbor Salvage. Destination, élevage Silver Ridge, Idaho. Note, lignée exceptionnelle. Atout militaire de Tier 1 récupéré post-incident. Cible, programme de reproduction haut rendement, chien de garde. Acheteur, Richard Vance. Tout s'emboîta dans un fracas atroce de clarté. La mort de Ryan, sur ce pont en Caroline du Nord, avait peut-être semblé accidentelle. Mais le fait qu'Athéna soit emportée par le courant n'était que la moitié de l'histoire. Elle ne s'était pas noyée. Elle avait dérivé en aval, blessée et vulnérable. Quelqu'un l'avait trouvée. Quelqu'un de connecté à un marché noir illicite, immensément lucratif, de chiens de combat de qualité militaire. Ils avaient repéré le tatouage BR29, reconnu sa valeur, et au lieu de prévenir les autorités, l'avaient revendu dans le circuit clandestin. Expédié à travers le pays jusqu'à un complexe au cœur de la Sierra Nevada pour être forcé à un programme de reproduction destiné à une clientèle riche, paranoïaque, en quête d'animaux de sécurité hors registre. « Ces salauds !» murmura Marcus, mâchoire si crispée qu'elle lui en faisait mal aux dents. Il baissa les yeux vers Athéna. Elle dormait à présent profondément, le museau enfoui sous la queue, les chiots tétant faiblement contre son flanc. Elle avait survécu à l'accident. Elle avait survécu à l'enlèvement. Elle avait enduré la reproduction forcée dans un complexe hostile. Et quand le blizzard s'était abattu, elle avait dû y voir une opportunité. Poussée par l'instinct de protéger ses petits à naître des hommes qui la retenaient prisonnière, elle s'était frayé un chemin vers la sortie, traversant des kilomètres de nature meurtrière jusqu'à entrer en travail dans cette grotte de racines gelées. Et ensuite, elle avait cherché de l'aide. Elle n'avait pas arrêté un randonneur au hasard sur cette crête. Les chiens comme Athéna, formés par des maîtres chiens d'élite des Rangers, possèdent un odorat et une conscience situationnelle d'une acuité terrifiante. Quand Marcus marchait sur la crête, le vent soufflait du sommet vers le bas. Elle avait senti son odeur. Elle avait senti la cordite, la spécificité de l'équipement tactique, des bottes de combat. Plus important peut-être seulement peut-être, elle avait reconnu l'odeur d'un homme qui avait passé des années à se battre, épaule contre épaule, avec son défunt maître. Elle savait qu'il était soldat. Elle savait qu'il pourrait combattre les loups. Marcus éteignit la tablette. La grotte replongea dans la pénombre ambiante. Il fixa la chienne endormie, et un sentiment de mission profond s'installa en lui, remplaçant le vide accablant qui le hantait depuis des mois. Il était venu dans ces montagnes pour disparaître,
pour geler la douleur de la perte de son meilleur ami. Au lieu de cela, les montagnes lui avaient remis l'héritage de Ryan, meurtri et battu, exigeant d'être sauvé. « On descend de cette montagne demain, Enna, » dit-il doucement, posant sa main gantée sur la cage thoracique qui se soulevait régulièrement. Et quand on sera revenu à la civilisation, Richard Vance va découvrir précisément ce qui arrive quand on vole le chien d'un ranger mort. Dehors, le vent hurlait contre les murs de glace de leur abri, ensevelissant la piste. Mais à l'intérieur, une autre tempête commençait à se former. L'aube se leva sur la Sierra Nevada, non pas dans la chaleur, mais dans une lumière cassante et éblouissante. Le blizzard s'était enfin essoufflé pendant la nuit, laissant un monde cristallin et gelé enseveli sous plus d'1 mètre de poudreuse fraîche. La température s'était stabilisée, mais oscillait toujours dangereusement près de zéro. À l'intérieur de l'enveloppe thermique, sous les branches de cèdre et la neige, Marcus Bennett ouvrit les yeux. Son corps lui faisait mal, d'une raideur profonde, jusqu'aux os. Ses muscles hurlaient de la dépense de la veille et de la combustion calorique massive d'une nuit passée à frissonner. Mais son esprit était tranchant comme une lame. Le brouillard suffocant du deuil, qui l'avait écrasé depuis l'enterrement de Ryan, s'était évaporé. Il avait été consumé par la concentration brûlante et unique d'une mission à accomplir. Il se redressa. Le froissement de sa couverture de survie résonna fort dans l'espace exigu. La tête d'Athéna se releva instantanément. Elle avait tenu la nuit. Ses yeux ambrés étaient plus clairs ce matin, le voile frénétique de l'épuisement remplacé par une intelligence stoïque, calculatrice. Blottis contre son ventre, les 4 chiots étaient vivants, frémissant dans leur sommeil, gardés au chaud par les chaufferettes chimiques et la chaleur de leur mère. « Bonjour, Enna » chuchota Marcus, son haleine traçant des volutes dans l'air glacial. Il connaissait la réalité de leur situation. Les loups s'étaient retirés, mais ils reviendraient, dès que la faim l'emporterait sur la peur du coup de feu. Surtout, Athéna tenait à peine debout. Ses coussinets gelés étaient enflés, et les ligaments déchirés de sa patte arrière lui interdisaient tout appui. Aucune chance qu'elle parcourt les 12 kilomètres qui les séparaient des routes forestières. Et elle pesait bien trop lourd pour qu'il la porte avec son matériel et les chiots. Il fallait construire un travois. Marcus ouvrit son sac et se mit au travail, geste précis, mécanique. Il vida son sac à dos de tout ce qui n'était pas indispensable, enterrant sous un tas de pierres sa lourde corde d'escalade, son combustible de réchaud et ses vêtements de rechange. Il ne garda que sa trousse médicale, ses armes, ses outils de navigation et le reste de ses rations. Avec sa scie pliante de survie, il sortit dans le matin aveuglant. Il coupa 4 branches longues, épaisses et relativement droites sur un pin tordu mort. Avec son cordage Paracord 550 de qualité supérieure, il assembla les branches en cadre triangulaire pour former un traîneau en A. Il prit la toile lourde de son sac vidé et la tendit fermement entre les poutres de bois, créant un berceau suspendu, comme un hamac. Il garnit la toile de sa veste épaisse et isolante en Gore-Tex, puis d'une couche d'aiguilles et de pain sèche. 1 heure entière de travail brutal et suant dans le froid, mais lorsqu'il termina, il avait un traîneau d'extraction viable. Il retourna à la tanière. « Allez, ma belle, c'est l'heure de bouger. » Athéna comprit. Elle ne résista pas quand Marcus souleva avec délicatesse son corps lourd et émacié pour l'installer dans le berceau de toile. Il transféra ensuite avec précaution les 4 chiots gémissant, les nichant dans les replis de sa veste contre la poitrine de leur mère. Il sangla son harnais sur sa propre poitrine, accrochant les mousquetons aux pointes avant du travois. « Tiens bon !» grogna-t-il. Il se pencha en avant, enfonçant ses bottes tactiques dans la neige fraîche. Le poids du traîneau, combiné à la traînée de la poudreuse profonde, était écrasant. Chaque pas exigeait qu'il arrache violemment sa jambe de la congère qui lui montait à la taille, qu'il la replante et qu'il pousse en avant. Ses cuisses et le bas de son dos brûlèrent immédiatement. Sur les 5 premiers kilomètres, ce fut une guerre d'usure silencieuse, déchirante, contre la montagne. Marcus naviguait à la boussole, longeant la lisière des arbres pour éviter les amoncellements impraticables des vallées découvertes. Athéna resta parfaitement immobile dans le traîneau derrière lui. Ses yeux scrutaient sans relâche les bords de la forêt. Ses oreilles pivotaient pour capter le moindre bruit de prédateur.
Une sentinelle silencieuse qui faisait confiance à l'opérateur, tirant le traîneau comme elle avait fait confiance à Ryan. À midi, le soleil était haut, sa lumière réfléchissant cruellement sur la neige. Marcus, dangereusement déshydraté, mâchait des poignées de neige pour empêcher sa gorge de se fendre. Il fit halte à l'ombre d'un affleurement de granit massif pour vérifier sa cargaison. Les chiots étaient calmes, assoupis sur les maigres calories du bouillon que Marcus avait réussi à donner à Athéna avant le départ. Athéna leva les yeux, légèrement haletante, et poussa du museau humide la main gantée et glacée de son sauveur. « On approche, Héna », souffla Marcus en consultant son GPS. 3 kilomètres jusqu'à la route forestière. Une fois sur l'asphalte, je peux pinger un signal satellite. Il se retourna vers la piste, ajustant les sangles qui lui sciaient les épaules. Mais en regardant la pente devant lui, son œil exercé accrocha quelque chose qui injecta une décharge d'adrénaline glacée dans ses veines. La neige, plus bas dans la montagne, était perturbée. Pas des traces d'animaux. Les animaux se déplacent en ligne rectiligne et efficace, ou selon des schémas de chasse erratiques. Là, c'étaient des traces larges, parallèles, profondes, qui labouraient la boue sous la neige. Des motoneiges, 2. Et elles avançaient lentement, en zigzag, selon une grille de recherche systématique le long de la crête inférieure. Marcus s'agenouilla, baissant son profil sans tarder. Il sortit ses jumelles de son gilet et balaya la lisière des arbres en contrebas. À travers les lentilles grossissantes, il les repéra. 2 hommes sur des motoneiges noirs, haute puissance, vêtus d'équipements tactiques civils de haut de gamme, avec des fusils AR-15 à canon court, équipés de silencieux, sanglés en travers de leur poitrine. Pas des rangers de parc, pas une équipe locale de recherche cherchant un randonneur perdu. Ils se déplaçaient avec la cadence distincte, méthodique, de pisteurs professionnels à la recherche d'un atout très spécifique, très précieux. Les hommes de Richard Vance. Ils avaient retrouvé le dernier ping du module GPS endommagé avant que la tempête ne le tue. Et maintenant, ils traquèrent la chienne qui leur avait coûté leur paix. Marcus baissa les jumelles. Sa mâchoire se ferma. Une fureur froide, dangereuse, se déposa derrière ses yeux. Ils étaient entre lui et le seul moyen de quitter cette montagne. Armé, mobile, à la recherche des créatures qu'il avait juré de protéger. Le ranger sortit son Glock, vérifia la chambre. Il fit glisser légèrement son couteau Gerber hors de son fourreau, garantissant un dégainage silencieux. Changement de plan, Héna, chuchota-t-il, voix vibrante d'un calme prédateur, terrifiant. On ne se cache plus. Marcus Bennett ne voyait plus les 2 mercenaires armés comme un obstacle. Il les voyait comme une opportunité. Ils avaient un moyen de transport. Ils avaient des radios. Et surtout, ils avaient l'emplacement exact du complexe de Richard Vance. La quête de la survie était terminée. La quête de la justice karmique venait officiellement de commencer. Il se détacha du harnais du traîneau et le poussa délicatement sous les branches lourdes, chargées de neige, d'un grand épicéa. La cachette dissimulait efficacement Athéna et les chiots de tout regard depuis le bas. « Reste !» ordonna-t-il doucement, avec le signe universel de la main pour ordonner le maintien en position. Les oreilles d'Athéna s'aplatirent. Elle laissa échapper un micro-gémissement, une protestation presque inaudible nichée dans sa gorge. Mais son entraînement l'emporta. Elle abaissa le menton sur ses pattes, ses yeux verrouillés sur les siens, et devint parfaitement immobile. Marcus se mit en mouvement. Il ne pataugeait plus dans la neige, il glissait. Des années passées à naviguer dans des environnements hostiles, sensibles au bruit, en territoires étrangers, prirent le dessus. Il posait le pied précisément là où la neige était la moins épaisse, déroulant ses semelles du talon aux orteils pour étouffer le crissement de la glace. Il utilisait les troncs massifs des pins anciens comme couverture, descendant la crête comme un fantôme. En contrebas, sur la route forestière, les 2 hommes avaient coupé les moteurs de leur motoneige. Le silence soudain était saisissant. « Je te dis que le tracker a rendu l'âme à peu près à cette altitude, Decker », grogna le plus grand des 2. Il sortit un récepteur GPS local d'une poche et tapota l'écran avec frustration. Barbe sombre et fournie, casque tactique haut de gamme sans marque. « Le tracker a rendu l'âme parce que la clébarde l'a bouffé, Holloway », répondit le second, Decker, balayant la lisière avec son fusil silencieux, le doigt posé nonchalamment sur le pontet.
Vance va nous écorcher vif si on ne ramène pas cette chienne. Il a déjà encaissé un acompte de 50 000 du cartel pour la première portée. Cette bergère, c'est une mine d'or. » Sur la crête, à 40 mètres, Marcus entendit chaque mot porté par l'air vif et fin. L'acheteur du cartel. La fureur dans sa poitrine s'embrasa en un brasier ardent. Il ne reproduisait pas cette chienne juste pour des riches paranoïaques du coin. Il trafiquait des actifs militaires vers des cartels. Il prenait l'héritage de chiens héroïques, hautement entraînés, et le transformait en arme pour les pires criminels de la planète. Marcus dégaina son gerbeur. Un coup de feu se propagerait sur des kilomètres, susceptible d'alerter d'autres hommes de Vance au complexe principal. Il fallait que ce soit silencieux, rapide, absolu. Il observa les hommes se séparer. Holloway descendit de sa motoneige et marcha vers le bord de la route, scrutant un ravin abrupt à la recherche d'une carcasse gelée. Decker resta près des engins, allumant une cigarette, l'attention partagée entre la flamme de son briquet et la lisière des arbres. Erreur de manuel. Fatale. Ils avaient séparé leurs angles de tir. Marcus se laissa glisser dans le ravin, à 50 mètres en amont, descendant la berge glissante sur le ventre, en silence parfait. Il utilisa le fossé profond et rempli de neige le long de la route forestière, comme tranchée, rampant à toute vitesse jusqu'à la position de Holloway. Holloway se tenait au bord de la pique, scrutant à travers son optique. Il n'entendit jamais le ranger surgir du fossé derrière lui. Avec une vitesse foudroyante, la main gauche de Marcus, lourdement gantée de cuir, se referma sur la bouche et le nez de Holloway, lui tirant violemment la tête en arrière pour exposer la gorge et écraser la trachée, coupant net toute possibilité de cri. Simultanément, sa main droite enfonçait le pommeau lourd de son gerber à la base du crâne du mercenaire. Une frappe précise, non létale, conçue pour court-circuiter instantanément le système nerveux central. Holloway s'effondra sur place, les yeux révulsés. Marcus rattrapa le poids mort de l'homme avant qu'il ne touche le sol et le déposa silencieusement dans la neige profonde du fossé. Il dégagea l'AR-15 silencieux de la sangle de l'inconscient et ôta la sécurité. À une quinzaine de mètres, Decker tira une longue bouffée de sa cigarette. Il tourna la tête vers le ravin. « Hé, Holloway, tu vois quelque chose en bas ?» Silence. « Holloway ?» La voix de Decker se tendit. Il laissa tomber sa cigarette et leva son fusil, s'éloignant des motoneiges. « Hé, mec, arrête de déconner !» Au moment où Decker passait devant les chenilles avant de sa motoneige, une ombre se détacha de la lisière, juste à sa gauche. Avant que Decker n'ait pu pivoter, Marcus avait franchi sa garde. De la main gauche, le ranger fit dévier vers le haut le silencieux de l'AR-15, neutralisant l'arme. De la droite, il enfonça la crosse du fusil, capturé en plein milieu de la poitrine de Decker. Le craquement des côtes brisées résonna comme une branche qui se rompt. Decker s'étouffa, l'air violemment expulsé de ses poumons, et se plia en deux. Avant qu'il ne tombe, Marcus l'agrippa par le gilet tactique, le fit pivoter et le plaqua face contre le capot de la motoneige. Il enfonça son genou dans le creux des reins, pressant le canon froid de son Glock contre la nuque du mercenaire. « Tu ne bouges pas. Tu ne respires pas. Tu ne cligneras même pas des yeux. » La voix de Marcus avait chuté dans un registre qui promettait une violence immédiate. Decker s'étrangla sur un souffle, main à plat sur le métal froid, tremblant violemment. « Qui es-tu, putain ?» « Le mec à qui appartient la chienne, » répliqua Marcus glacialement. Il fouilla le gilet de Decker, sortit la radio cryptée de l'homme et une carte tactique plastifiée. Il déplia la carte, ses yeux balayant rapidement les itinéraires surlignés. « Richard Vance. Où il est ? Va te faire foutre. » Decker cracha du sang sur le capot de la motoneige. « T'es un homme mort, mec. Vance a 20 gars au complexe. T'es déjà cuit. » Marcus n'argumenta pas, ne menaça pas. Il déplaça simplement son poids, enfonçant plus fort son genou dans les côtes brisées du mercenaire. Decker poussa un cri étranglé d'agonie. « J'ai pas le temps de négocier, » dit Marcus, se penchant à quelques centimètres de son oreille. « Tu voles un atout militaire des États-Unis, tu la laisses crever de froid sur une montagne, tu mets une étiquette de prix sur un chien qui appartenait à un homme, qui a donné sa vie pour ce pays. Tu vas me dire exactement combien de gardes patrouillent le périmètre, où est l'armurerie et dans quelle pièce dort Vance. Sinon, je te laisse là pour les loups. Et crois-moi, ils ont la dalle aujourd'hui. » Decker ferma les yeux. La terreur implacable du soldat professionnel qui le clouait au sol
brisa sa résistance. 5 kilomètres au nord. Vieille Syrie au bout de la route 14. 8 gardes en service de jour. Caméra à la grille sud. Vance est dans le bureau principal. Bien. Marcus abattit la crosse de son arme avec force sur l'arrière du casque de Decker. Le mercenaire s'effondra dans l'inconscience. Marcus utilisa rapidement les colliers de serrage des deux hommes pour leur lier mains et pieds et les traîna tous deux dans le fossé profond, où ils ne mourraient pas immédiatement de froid, mais où on ne les retrouverait pas avant des heures. Il se redressa, regardant les deux motoneiges qui tournaient au ralenti, pleines, rapides, capables de tracter une charge. Il leva les yeux vers la crête, vers le grand épicéa où Athéna et les chiots étaient cachés. Un nouveau plan se cristallisait dans son esprit. Il n'allait pas se contenter d'extraire la chienne et de courir chez les flics. Le shérif local pouvait très bien être à la solde de Vance. On ne dirige pas un élevage clandestin massif pour les cartels sans que les autorités locales détournent le regard. S'il alertait les autorités, les preuves disparaîtraient miraculeusement, et Vance s'en tirerait. Non, certaines formes de mal exigent une autre justice, une justice qui ne porte pas de badge. Marcus accrocha son traîneau improvisé à l'attelage arrière de la motoneige la plus puissante. Il sangla son fusil silencieux, fraîchement acquis, sur sa poitrine. Il était ranger, entraîné à infiltrer, neutraliser, sécuriser. Richard Vance avait volé un fantôme, et le fantôme arrivait à sa porte avec une armée d'un seul homme. « Allez, Héna !» dit-il en accélérant la motoneige, le moteur rugissant dans un grondement métallique féroce. Allons présenter M. Vance aux conséquences de ses actes. La vieille Syrie, au bout de la route 14, se dressait comme une forteresse de fer rouillé sur fond immaculé de la Sierra Nevada. De hautes clôtures grillagées surmontées de fils concertina entouraient tout le périmètre, et des caméras de surveillance modernes en haute définition balayaient la cour éclairée par des projecteurs. Une installation professionnelle, financée par l'argent du sang, conçue pour tenir le monde à distance et masquer les horreurs qui se tramaient à l'intérieur. Marcus Bennett gara la motoneige à environ 800 mètres, bien dissimulée dans un fourré dense de pins anciens. Il décrocha le travois improvisé, le tira avec précaution dans une dépression rocheuse abritée du vent. Il vérifia les chiots, serrés les uns contre les autres, au chaud, profondément endormis. Athéna le regarda, ses yeux ambrés reflétant la faible lueur du tableau de bord. Elle reconnut la posture qu'il adoptait. Elle l'avait vu chez Ryan, des dizaines de fois, avant un raid. « Je rentre, Héna », chuchota Marcus en s'agenouillant près d'elle, lui caressant la tête. « Personne ne s'en tire après ce qu'ils t'ont fait. Personne. Je serai de retour avant le coucher du soleil. » Il laissa son lourd parka d'hiver auprès d'elle, ajoutant une couche d'isolation supplémentaire sur les chiots. Réduit à sa polaire tactique, son gilet de poitrine et ses bottes, le froid mordant fut un choc immédiat, mais Marcus l'accueillit. Il aiguisait ses sens, il empoigna l'AR-15 capturé, équipé d'un silencieux, chambra une cartouche et s'évanouit dans la lisière des arbres. Approchant le complexe par l'angle mort de la crête sud, Marcus observa la rotation des gardes. 2 hommes bimnoirs patrouillaient le long de la clôture extérieure, emmitouflés dans de gros manteaux, se déplaçant avec une lenteur paresseuse, peu disciplinée. Des mercenaires comptant sur l'isolement même de la montagne pour leur sécurité, plutôt que sur une vigilance tactique. Marcus attendit qu'une rafale glaciale rugisse, masquant le bruit de ses mouvements. Au moment où le garde le plus proche tournait l'angle de la clôture, il escalada le grillage avec une vitesse fluide et terrifiante, jetant une épaisse bâche en toile par-dessus le fil concertina pour se protéger. Il atterrit silencieusement sur le sol gelé, à l'intérieur du périmètre. Il glissa comme une ombre contre les flancs de tôle ondulés rouillés du bâtiment principal. En arrivant au quai de chargement, le bruit déchirant de gémissements parvint à ses oreilles. Marcus jeta un œil par une fenêtre givrée, au ras du sol. L'intérieur de l'immense entrepôt avait été reconverti en chenil high-tech, mais ce n'était pas un sanctuaire. Des dizaines de cages d'acier alignaient le sol en béton. À l'intérieur, des Malinois belges, des bergers hollandais, des Dobermans, des Rottweilers. Certains étaient des chiots, d'autres des adultes balafrés, au regard totalement défait. Un nœud massif, à l'échelle industrielle, du trafic de chiens de sécurité volés et reproduits illégalement.
La colère qui mijotait dans la poitrine de Marcus se durcit en une résolution absolue, incassable. Il n'était plus là pour la simple vengeance. Il était là pour démolir cet empire entier jusqu'aux fondations. Il contourna les portes de l'entrepôt et se dirigea vers le bâtiment administratif, une structure à 2 étages dont les fenêtres du haut étaient éclairées. C'est là que Decker avait dit que Richard Vance opérait. Un garde fumait près de la porte latérale. Marcus n'hésita pas. Il sortit de l'ombre, l'AR-15 silencieux levé. Pfft, pfft. 2 balles silencieuses cueillirent le garde en pleine plaque par balle de son gilet Kevlar. L'impact cinétique le fit tomber instantanément, lui coupant le souffle. Avant qu'il ne reprenne conscience pour crier, Marcus était déjà sur lui assenant un coup sec et impitoyable de la crosse à la tempe, l'envoyant au tapis pour de bon. Marcus récupéra la carte d'accès de l'homme et la passa devant la porte. La serrure électronique cliqua au vert. Le ranger se glissa à l'intérieur, la lourde porte d'acier se refermant sans bruit derrière lui. Le couloir était chaud, sentait le café bon marché et la fumée de cigarettes. Marcus monta la cage d'escalier, ses pas parfaitement silencieux sur la grille métallique. En atteignant le second étage, il entendit une voix dérivée d'un bureau à porte ouverte au fond du couloir. « Je me fous de la tempête, Raphaël, » disait l'homme, ton sec et arrogant. « Le cartel veut la première portée pour vendredi. La mer est un atout militaire de Tier 1 des Rangers. Tu as la moindre idée de ce que ça m'a coûté de monter cet accident en Caroline du Nord pour la récupérer? Le shérif adjoint à lui seul m'a pris 50 000 $ pour faire sortir le pick-up du pont. Qu'est-moi le transport ici demain matin, où je trouverai quelqu'un capable. » Marcus se figea, le souffle coincé dans la gorge, et le monde sembla basculer sur son axe. Monter cet accident, en Caroline du Nord. Ryan n'avait pas perdu le contrôle sur le verglas. Ryan n'avait pas tragiquement quitté ce pont. C'était un contrat. Richard Vance avait orchestré le meurtre d'un ranger décoré de l'armée des États-Unis simplement pour voler son chien et honorer un contrat avec un cartel. Le sang battait dans les oreilles amiches de Marcus, assourdissant. Le registre karmique venait de basculer bien au-delà du périmètre de la justice légale. C'était la guerre. Marcus avança dans l'embrasure du bureau, le canon silencieux du AR-15 ouvrant la voie. La pièce contrastait brutalement avec le cauchemar gelé et taché de sang de la montagne au-dehors. Une chaleur étouffante, des odeurs d'espresso riches et de tabac cubain de luxe. Un feu rugissant crépitait dans une cheminée de pierre, illuminant des murs ornés de têtes d'animaux empaillés et de photos encadrées d'hommes se serrant la main sur des terrains de golf. Derrière un bureau massif en acajou poli se trouvait Richard Vance. Un homme de la fin de la cinquantaine, en pull en cachemire impeccable, cheveux argentés, parfaitement coiffés. Il pressait contre son oreille un gros téléphone satellite chiffré et un verre de liquide ambré reposait sur un sous-verre en cuir. Il n'avait absolument aucune idée que la faucheuse venait de franchir son seuil. « Dis-moi, je me fous de la tempête, Raphaël !» claqua Vance dans le combiné, le ton dégoulinant d'arrogance impatiente, celui d'un homme habitué à acheter sa sortie de chaque inconvénient. « Le cartel veut la première portée pour vendredi. La mer est un atout militaire de Tier 1. Tu as la moindre idée de ce que ça m'a coûté de monter cet accident en Caroline du Nord pour la récupérer du ranger? Le shérif adjoint à lui seul m'a pris 50 000 pour pousser son camion par-dessus le pont. Et le transport là demain matin, où je trouve quelqu'un d'autre. » Marcus se figea, l'air dans ses poumons se changea en plomb. Le rugissement du feu dans la cheminée s'évanouit, remplacé par un sifflement aigu et assourdissant. Monter cet accident en Caroline du Nord. Pendant 3 mois, Marcus s'était torturé avec le souvenir des funérailles de Ryan. Il avait passé d'innombrables nuits blanches à fixer le plafond, tentant de comprendre comment un homme qui avait survécu à 4 tournées de combat, à des engins explosifs improvisés, à des embuscades, avait pu perdre la vie sur une plaque de verglas et un volant qui déraille. Il avait accepté cela comme une tragédie cruelle, aléatoire, de l'univers. Mais ce n'était pas aléatoire. Ryan n'avait pas perdu le contrôle. Ryan avait été assassiné, liquidé par un shérif adjoint corrompu sur le registre de paix de Vance. Tout cela parce qu'un acheteur d'un cartel voulait la génétique d'élite de la bergère allemande assise sur le siège passager. Ils avaient tué un héros américain pour un chien. Le deuil,
qui ancrait l'âme de Marcus se brisa, instantanément remplacée par une fureur aveuglante, absolue. Le registre karmique venait de basculer loin au-delà du périmètre de la justice légale. Ce n'était plus une mission de sauvetage, c'était une exécution de jugement. Marcus pénétra entièrement dans la pièce, ses lourdes bottes croûtées de neige résonnant sur le parquet. Vance leva les yeux. Quand il vit la silhouette imposante, lourdement armée, recouverte de givre, brandissant un fusil silencieux, le sang quitta instantanément son visage. Le verre de Bourbon lui glissa des doigts et se fracassa contre le bureau, éclaboussant les registres d'un liquide ambré. « Je te rappelle » bredouilla Vance dans un murmure terrifié, lâchant le téléphone. Sous l'effet d'une panique aveugle, il tendit la main vers le revolver argenté posé au coin du bureau. « Touche-le, et je te détache le bras de l'épaule. » La voix de Marcus était un grondement bas, terrifiant, dénué d'humanité, vibrant de la promesse d'une violence immédiate, catastrophique. Vance se figea, main tremblante lentement levée en l'air. « Dis... Qui diable es-tu ? Comment as-tu franchi le périmètre ? Si c'est une affaire d'argent, le coffre-fort encastré est juste derrière moi. Prends ce que tu veux. J'ai 250 000 en billets non marqués. Prends tout. Je ne veux pas de ton argent du sang, Vance. » Marcus combla la distance en 2 grandes enjambées. Il garda le fusil pointé en plein milieu de la poitrine de Vance, ses yeux balayant le bureau. Il nota le serveur volumineux qui ronronnait dans un coin et le coffre-fort en acier renforcé fixé au mur. « Je suis l'exécuteur testamentaire du sergent-chef Ryan O'Connor et je suis venu chercher son chien. » Les yeux de Vance s'élargirent dans une terreur pure, alors que la prise de conscience le frappait. L'arrogance fondit, ne laissant qu'un lâche pleurnichard et pathétique. « Tu es un ranger. »« En effet, » répondit Marcus glacialement. « Et je viens d'entendre ton aveu d'avoir orchestré le meurtre de mon meilleur ami. » « C'était juste du business, » babilla Vance, reculant jusqu'à ce que sa colonne vertébrale heurte le fauteuil en cuir, des larmes de panique perlant. L'acheteur du cartel voulait spécifiquement la lignée BR-29. O'Connor refusait toutes les offres que je lui faisais. On a payé le shérif adjoint juste pour le faire sortir de la route et sécuriser l'atout. Ce n'était pas censé être létal, c'était juste censé faire un crash. Je n'ai pas pressé la détente. Marcus ne scia pas. Il agrippa Vance par le col de son pull en cachemire de luxe, le hissa par-dessus le bureau. D'un coup violent, il propulsa Vance à travers la pièce. Le trafiquant s'écrasa contre une vitrine en verre, la pulvérisa et s'écroula sur le sol dans une pluie d'éclats, gémissant de douleur, tandis qu'un éclat lui entaillait la joue. « Reste couché », ordonna Marcus. Il ne tira pas sur Vance. Une balle aurait été trop rapide, trop miséricordieuse pour un homme qui faisait commerce de la vie des héros et des animaux innocents. Marcus avait en tête une destruction bien plus complète, plus douloureuse. Un homme comme Vance ne craint qu'une chose, plus que la mort, l'anéantissement total de son empire et de sa liberté. Marcus marcha jusqu'au serveur. Il sortit une clé USB chiffrée, de qualité militaire, de son gilet tactique et la planta dans le port USB principal. En quelques frappes rapides et expérimentées sur le terminal adjacent, Marcus contourna la sécurité civile rudimentaire et lança une extraction brutale des données. Il regarda la barre de progression dévorer les fichiers, téléchargeant chaque registre chiffré, contacts d'acheteurs de cartels, comptes bancaires offshore et traces de pots de vin, y compris les virements directs au shérif adjoint corrompu en Caroline du Nord. Une fois l'extraction terminée, Marcus retira la clé. Il leva ensuite son AR-15 et tira 3 balles silencieuses à bout portant directement dans les disques durs, fracassant les plateaux et détruisant les serveurs physiques au-delà de tout espoir de récupération. Des étincelles jaillirent, tandis que la machine s'éteignit dans un sifflement plaintif. Marcus revint vers le trafiquant en sang qui sanglotait. Il hissa Vance debout par les cheveux, le traîna hors du luxe du bureau, dans la cage d'escalier métallique, et droit dans la réalité concrète et glaciale de l'entrepôt principal. À leur entrée, les chiens dans les cages se mirent à aboyer frénétiquement, percevant le changement d'atmosphère. « Regarde-les !» gronda Marcus, poussant le visage de Vance contre les barreaux d'acier qui retenaient un malinois belge balafré. « Regarde ce que tu leur as fait. »
Marcus tira Vance vers le panneau de contrôle principal, fixé au mur. « Ouvre-les, toutes !» D'une main tremblante, tachée de sang, Vance composa son code de surpassement. Les serrures électroniques des 50 cages se désengagèrent simultanément dans un grand claquement sonore. Marcus poussa Vance dans une cage d'acier vide et glaciale au fond de l'entrepôt. Avant que le trafiquant ne puisse se relever, Marcus claqua la lourde porte de fer. Il saisit un cadenas en acier ultra résistant sur un chariot voisin et le ferma fermement sur le verrou. Vance s'agrippa au barreau, le visage livide de terreur. « Tu ne peux pas me laisser ici. Mes hommes me trouveront. »« Tes hommes saignent dans la neige ou sont ligotés dans un fossé, » dit Marcus, fixant le pathétique personnage à travers les barreaux. « Je ping une cellule fédérale anti-trafic du FBI directement depuis ton propre téléphone satellite. Ils seront là dans quelques heures avec une équipe tactique et une flotte d'hélicoptères. Je leur laisse la clé USB avec tes connexions cartel, tes comptes offshore et la preuve absolue de ton implication dans le meurtre d'un militaire fédéral. » Marcus se pencha plus près des barreaux, ses yeux brûlants d'une satisfaction froide. « Tu vas passer le restant de ta misérable existence dans un site noir maximum sécurité. Et quand tes amis du cartel apprendront que tu as laissé leur registre tomber entre les mains des fédéraux, eh bien, ils ont une manière très particulière de gérer les bouts qui dépassent en prison. Profite bien de l'attente. » Marcus tourna le dos au trafiquant qui hurlait, suppliait, il se dirigea vers les portes principales et appuya sur le bouton de libération. Les massives portes métalliques se relevèrent, dévoilant le paysage aveuglant et enneigé de la montagne au dehors. Il s'écarta. Des dizaines de chiens, malinois, bergers, dobermann, rottweiler hésitèrent une seconde. Puis, une vague massive de fourrure et de muscles déferla, sortant en flot de l'entrepôt. Ils bondirent dans la poudreuse profonde, disparaissant dans la vaste forêt de pins ouverte. Ils seraient pistés et retrouvés par les groupes locaux de sauvetage dans les jours à venir. Mais pour l'instant, ils étaient libres. Marcus s'éloigna du complexe, retrouvant le vent glacial. Le poids lourd, suffocant, qui lui écrasait l'âme depuis des mois, s'allégeait enfin. Il avait trouvé sa paix. Il avait livré la justice karmique. Il avait honoré son frère. En atteignant la dépression rocheuse, des kilomètres plus loin, Athéna releva la tête. Elle le regarda. Et Marcus jura voir, dans ses prunelles ambrées, une profonde sensation de clôture. Les fantômes de la montagne avaient été apaisés. « Allez, ma belle !» souffla-t-il doucement, souriant véritablement pour la première fois depuis l'enterrement de Ryan, en s'agenouillant pour exhumer délicatement les chiots endormis. On rentre à la maison. 6 mois plus tard, le soleil tapait sur les sables dorés des plages de Norfolk, en Virginie. Le ressac régulier de l'océan Atlantique imposait un rythme apaisant, constant. Marcus Bennett, en short de plage et t-shirt, lança une balle de tennis vert vif vers le ciel. Une grande bergère allemande, au pelage soyeux et brillant, à la santé éclatante, avec une boiterie à peine perceptible, fonça dans le sable. Elle se jeta dans l'eau peu profonde et attrapa la balle en plein vol, débordante d'une énergie joyeuse, sans borne. Derrière elle, 4 chiots chaotiques et maladroits, désormais presque la moitié de sa taille, roulaient les uns sur les autres dans le ressac, se chamaillant et s'éclaboussant sous le soleil chaud. Marcus était assis sur le haillon de son pick-up, les regardant. Les montagnes et la neige semblaient appartenir à une autre vie. Les nouvelles étaient tombées des mois plus tôt. Richard Vance avait été inculpé pour 70 chefs d'accusation fédéraux. Le shérif adjoint corrompu de Caroline du Nord croupissait derrière les barreaux. Et un vaste réseau de trafic avait été démantelé pour de bon. Athéna trottina jusqu'en haut de la plage, déposant la balle mouillée et sablonneuse au pied de Marcus. Elle appuya son corps imposant contre sa jambe, levant vers lui des yeux brillants, intelligents. Marcus posa la main sur sa tête, regardant au loin l'horizon. Ils s'étaient sauvés mutuellement dans les ténèbres glaciales de la nature sauvage. Mais ici, en pleine lumière, en honorant l'héritage de l'homme qu'ils avaient tous deux aimé, ils avaient enfin réappris à vivre. Quelle conclusion absolument incroyable, à couper le souffle. D'un combat glacé pour la survie face à une meute de loups gris, à une guerre menée par un seul homme contre un réseau corrompu, valant des millions, de trafic de chiens, l'histoire de Marcus et d'Athéna est la preuve ultime que le lien unissant l'humain et le canin est indestructible. Marcus n'a pas seulement vengé son frère tombé,
Il a démasqué un empire criminel massif, prouvant que la véritable karma frappe toujours à la porte. Voir Athéna et ses chiots enfin en sécurité, en bonne santé, jouant sur les plages de Norfolk, c'est la fin parfaite que cette héroïne canine méritait. Si cette incroyable histoire vraie de loyauté, de justice et de survie vous a donné des frissons, il faut absolument cliquer sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez et qui aiment les chiens. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour découvrir chaque semaine d'autres histoires vraies, puissantes d'héroïsme. À très bientôt dans la prochaine.